Les toutes dernières informations concernant le crash du côté de Washington aux États-Unis. Les premiers corps ont été repêchés, retrouvés. C'est ce que font savoir les autorités et les médias américains. Cette image, c'est la toute dernière à notre disposition. Sont des images. C'est une image de carcasse de l'avion dans le Potomac. Je rappelle les faits. Regardez cette image. Un avion de ligne d'American Airlines avec 64 personnes à son bord s'est écrasé hier soir dans le fleuve Potomac. L'appareil est rentré en collision avec un hélicoptère militaire. On est près de l'aéroport national Ronald Reagan. On est à 5 km seulement du centre de Washington. Quand on décolle, je le rappelle parce que c'est symbolique, c'est important, on voit la Maison Blanche. Voilà, on est tout près de cette Maison Blanche. On est avec Michel Polaco. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Michel Polaco. Vous êtes expert en aéronautique et merci d'être avec nous. Dans un instant, on va vous retrouver. D'abord, si ça ne vous dérange pas, on va reposer les faits pour nos téléspectateurs, les images et les dernières informations avec Jordan Olivier. Sur ces images, un hélicoptère militaire entre en collision avec un avion de ligne en provenance du Kansas. À son bord, 60 passagers et 4 membres d'équipage. L'appareil s'est ensuite abîmé dans le fleuve Potomac. Les secours ont été rapidement dépêchés sur place et le président Donald Trump a réagi. L'avion suivait une ligne d'approche parfaite et régulière vers l'aéroport. L'hélicoptère fonçait droit sur l'avion pendant une période prolongée. Pourquoi la tour de contrôle n'a-t-elle pas dit à l'hélicoptère quoi faire, au lieu de lui demander s'il avait vu l'avion ? C'est une mauvaise situation qui aurait dû être évitée, ce n'est pas bien. L'hélicoptère impliqué était un Black Hawk. Selon un responsable de l'armée américaine, 3 militaires se trouvaient à l'intérieur. Ce matin, le PDG d'American Airlines a annoncé se mettre au service de l'enquête. Nous coopérons pleinement avec le National Transportation Safety Board et son enquête et continuerons à fournir toutes les informations possibles. Notre coopération est sans faille et nous voulons en savoir plus sur les événements d'aujourd'hui. Les recherches sont rendues difficiles par le froid, le vent et l'obscurité. Amélie, à quelle heure tu finis ? Et donc Michel Polaco, merci encore une fois. Je voudrais vous soumettre là tout de suite des échanges entre la tour de contrôle et l'hélicoptère. Et si ça ne vous dérange pas de nous dire votre analyse juste après, c'est bon pour vous ? Oui. C'est bon pour vous ? J'attendais votre go, on est parti. American 472, Oscar 1 star 32017. Did you see that? Delta 32, sorry. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach in the 33. We're going to be shutting down operations for the indefinite future if you want to go back to the gate. On dirait qu'ils sont endormis. Voilà, que faut-il comprendre, Michel Polaco, de ces échanges ? On a l'impression que la tour de contrôle de Reagan Airport est en contact avec ce Black Hawk et qu'elle découvre un peu tard le risque de collision entre les deux appareils. Donc ça, c'est quand même un peu inquiétant. C'est un élément peut-être nouveau par rapport à ce qu'on savait ce matin. Normalement, il y a en plus des systèmes anti-collision sur les avions, les hélicoptères, qui font que ces appareils peuvent éviter des contacts si les contrôleurs sont défaillants. Là, ça n'a pas fonctionné, donc on peut penser quand même qu'à bord de l'hélicoptère Black Hawk, le transpondeur, le système radar qui est compatible avec les systèmes civils n'était pas en fonctionnement. Sinon, l'avion aurait eu une alerte, un avis de danger et ensuite un avis de résolution. Donc il peut y avoir et un problème technique et un problème de fonctionnement des contrôleurs, enfin de procédure des contrôleurs de Ronald Reagan Airport ainsi que de l'équipage de l'hélicoptère. L'analyse également, je vous la soumets, de Xavier Titelman sur la trajectoire de l'avion. Et puis on se retrouve juste après. Il y a une partie des échanges également dans lesquels on entend la tour de contrôle demander au pilote de l'hélicoptère « Est-ce que vous avez bien le visuel sur l'avion ?» Parce qu'effectivement, l'hélicoptère était en train de survoler le Potomac, lui il allait relativement en ligne droite, et il y a cet avion qui était en train de réaliser un virage vers la gauche pour pouvoir se poser sur la piste 33. Et donc en faisant ce virage, l'avion n'avait pas forcément le visuel parce que l'hélicoptère se trouvait sous sa droite, plutôt en dessous de son aile, et l'hélicoptère a continué tout droit. Et ce que je n'ai pas réussi à trouver jusqu'à maintenant, c'était quelle autorisation avait l'hélicoptère. Est-ce qu'il avait l'autorisation de transiter normalement ? Est-ce qu'il devait changer d'altitude ? Mais en tout cas, la tour de contrôle a répété « Est-ce que vous avez bien le visuel sur cet avion ?» Et a priori, il y a des échanges qui sont inaudibles ou incompréhensibles jusqu'à maintenant. Michel Polaco. Oui, c'est tout à fait vrai ce que dit Xavier Titelman. De toute façon, cet avion était autorisé en approche et il procédait selon une procédure tout à fait classique. Manifestement, la tour de contrôle avait une information sur la présence de cet hélicoptère qui n'a pas vu l'avion
Et manifestement, la tour de contrôle n'a pas été autoritaire, n'a pas donné de consignes autoritaires à cet hélicoptère, c'est-à-dire n'a probablement pas réalisé à temps que les deux appareils étaient en cap collision. Mais quand même, je suis surpris que les systèmes automatiques, le TCAS, le Traffic Collision Avoidance System, qui équipe tous les avions civils aujourd'hui, c'est obligatoire, n'ait pas donné d'informations et d'alerte à l'avion. Donc ça veut dire que l'hélicoptère n'avait sans doute pas connecté le système de répondeur radar qu'il doit avoir à bord, ou alors une incompatibilité entre le système militaire et le système civil. On va continuer de rechercher, de comprendre un peu ce qui s'est passé, mais un instant, puisque vient de me parvenir une déclaration de proches, de membres de famille de disparus. On va s'arrêter sur cette émotion et on se retrouve encore une fois juste après. Regardez. Dites-moi à nouveau, monsieur, qui était sur ce vol à votre connaissance? La meilleure amie de ma fille et sa mère. Et elle s'était rendue à Washington dans quel but? Elles étaient en voyage pour une compétition sportive. Et basée au Kansas? Oui. Qu'avez-vous entendu? Je n'ai pas entendu grand-chose. Je suis sorti du travail et je suis venu directement ici pour être avec mon ami. C'est une période de grande détresse? Oui, merci. Alors des patineurs, des patineuses étaient dans cet avion, notamment des Russes, vous le voyez en bas de l'écran. Un couple de patineurs artistiques était dans l'avion impliqué dans la collision. Les opérations de recherche, elles ont commencé très rapidement, mais le chef des pompiers sur place fait savoir à quel point c'est difficile. Le froid, le vent très fort et même de la glace sur le fleuve Potomac. On va l'écouter. At 8:58, the first units arrived on the scene and found an aircraft in the water and began rescue operations. There's currently about 300 responders working. The conditions out there are extremely rough for the responders. It's cold. They're dealing with relatively windy. Petit souci de traduction, vous l'aurez noté, mais donc très compliqué, vent très fort, la glace sur le fleuve. Michel Polaco, comment ça se passe, les recherches, dans le cadre d'un crash comme celui-ci, avec en plus pas au sol, dans un fleuve, des conditions aussi compliquées? On a l'expérience de l'Hudson River aux États-Unis en 2009, lorsqu'un Airbus 320 s'est posé dans l'eau. Les Américains réagissent très vite, ils ont des gros moyens. Bon, évidemment, là, c'est la nuit, donc vous avez vu dès le début, dès l'instant qui a suivi la collision qui a été vue, des processus ont été déclenchés, des hélicoptères sont venus, ont éclairé la zone, etc. Mais c'est extrêmement difficile la nuit. Alors évidemment, le vent gêne, la nuit gêne. Il est difficile aussi d'approcher et d'amener plusieurs machines à proximité parce qu'il ne faut pas provoquer des collisions supplémentaires. Enfin bon, donc tout ça, c'est des marins, des aviateurs, l'analyse des bandes de la tour de contrôle, des traces radars pour essayer de voir s'il y a des éléments de précision intéressants. Tout ça, c'est complexe. Évidemment, bon, avec le jour qui se lève, on va avoir le résultat de cette affaire. Et le résultat de cette affaire ne peut être que très, très triste parce que vous avez vu cette image-là que nous voyons. Oui. Ça laisse extrêmement peu de chances qu'il y ait des survivants. Nous avons une équipe sur place, même plusieurs, mais une qui nous fait un petit point sur l'état des recherches. Notre équipe qui est le long du fleuve Potomac, à quelques mètres seulement de l'endroit où ça s'est passé. C'est Justine Jankowski avec Mathieu Derrien. Pour l'instant, les autorités se refusent à tout bilan officiel. Mais on sait, selon certains médias américains, que des corps ont déjà été repêchés. Et puis, selon certains médias américains toujours, on en apprend aussi un peu plus sur le profil de certains des passagers qui reliaient donc dans ce vol qui reliait Wichita dans le Kansas à l'aéroport Ronald Reagan. Il cite notamment la Fédération de patinage artistique qui dit que dans l'avion, il y avait donc des athlètes, des patineurs artistiques, des coachs, des membres de leur famille. À côté de ça, vous l'avez dit, les recherches, elles continuent de se poursuivre, toujours en pleine nuit, vous le voyez, toujours dans des conditions difficiles, dangereuses même, pour citer le chef des pompiers de Washington. Dangereuses, pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause de ces températures glaciales. Là, on avoisine les 0 degrés. On voit nous-mêmes de la glace au niveau de la surface du fleuve Potomac. Et donc, ces
des agents entraînés, ces agents du FBI spécialisés dans la recherche sous l'eau. Ils évoluent là entre 2 mètres et 3 mètres de profondeur et dans des conditions donc extrêmement difficiles. Et ça va durer encore plusieurs jours selon toujours le chef des pompiers de Washington. Oui, merci beaucoup Justine Jankowski avec Mathieu Derrien. Des questions, Arlette Chabot, vous en avez? Oui, pour Michel Polaco, après avoir écouté ce que dit Michel et aussi Xavier Titelman, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une erreur humaine qui a été commise par la tour de contrôle ou par l'équipage de l'hélicoptère. Apparemment, ce n'est pas un incident technique. Non, ce n'est pas un incident technique, je suis tout à fait d'accord avec Arlette. En fait, je pense que l'équipage du Black Hawk a été autorisé à transiter dans cette zone aéroportuaire qui pourtant est protégée pour les avions de ligne en priorité, bien sûr. Bon, ça arrive régulièrement, mais dans ces cas-là, il doit y avoir un suivi très détaillé, très précis de l'avancement de l'aéronef qui est autorisé à transiter. Le contact doit être permanent, avec généralement des points de report et la demande de s'arrêter pour laisser l'avion terminer son approche, etc. Moi, j'ai fait souvent en hélicoptère des approches, plus exactement des transits par des aéroports en France, je cite Orly par exemple. C'est extrêmement codifié et c'est fait de manière extrêmement rigoureuse. Et là, on a l'impression que le Black Hawk a été un peu laissé à lui-même, que donc il a franchi la ligne d'approche que évidemment suivait l'avion de American Airlines, et que lorsque le contrôleur s'est aperçu qu'il y avait un risque de collision, il était déjà trop tard. Quant à l'avion, il n'avait aucune chance d'avoir un visuel sur cet hélicoptère qui arrivait par le côté et par l'arrière. Donc il restait que des automatismes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le TCAS, le Traffic Collision Avoidance System, qui est un système qui fonctionne très très bien à une condition, c'est que tout le monde l'utilise. Et je n'ai pas l'impression que l'hélicoptère militaire américain avait branché son système de transpondeur commun et civil avec les civils, et donc les pilotes, l'équipage du Canadair, du Bombardier n'a pas eu d'alerte et ni d'avis de résolution de ce conflit. Donc on a eu plusieurs facteurs très défavorables dans cette affaire. On continue ensemble, Michel Polaco, mais c'était bien un vol d'entraînement, c'est ce qu'a fait savoir très rapidement le porte-parole de l'armée américaine concernant ce Black Hawk. Nous pouvons confirmer que l'appareil impliqué, l'hélicoptère en question, dans l'accident de ce mercredi, effectuait un vol d'entraînement. Vous connaissez bien ce type d'hélicoptère, vous aussi, Didier? Ah oui, c'est un hélicoptère qui est extrêmement utilisé dans les forces armées américaines, qui est un excellent hélicoptère, qui est utilisé aussi par les forces spéciales. Ils en ont un nombre conséquent et ça marche très bien. Mais je pense que Michel a bien résumé les questions. D'abord, il y avait une question sur le fait que cet hélicoptère a automatiquement obtenu des autorisations de passage sur le Potomac. La question qui s'est posée, c'est qu'effectivement, les appareils peuvent changer de piste, puisque là, ils étaient passés de la 01 à la 37. Donc, est-ce que entre les deux, il s'est passé quelque chose? L'appareil militaire, visiblement, était sur ses instruments militaires et effectivement pas ça fonctionnait pas et ça communiquait pas avec les appareils civils, avec les instruments civils de déconfliction. Donc là, il y a aussi un autre sujet. Est-ce que le pilote qui était à l'entraînement a vu en visuel réellement arriver ou pas en face de lui l'appareil? Et la question qui se pose justement, c'est si la tour de contrôle est interrogative et pas affirmative en disant à l'hélicoptère dégagez, montez, descendez, etc. de manière un peu ferme, c'est qu'effectivement elle-même ne situait pas exactement l'altitude de l'hélicoptère pour voir qu'il y avait une trajectoire de collision absolue. Je pense que c'est tout ça qui va devoir être vu et analysé par les enquêteurs.